La grossesse, une période de transformation profonde pour la future maman que certaines femmes attendent avec impatience pendant que d'autres appréhendent. Alors, comment faut-il préparer cette période importante de notre vie afin qu'elle se passe au mieux? Est-ce possible en réalité de tout anticiper? Ce sont des questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Restez avec nous, ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour Ami. Bonjour Anan, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. On est en duo aujourd'hui. Oui. Écoute, c'est pas grave, non, ça va bien se passer. J'aime beaucoup cette tenue que tu mets. Merci, Patrick Edouard, toujours. Comme d'habitude. Oui. Très très bon styliste, hein, Patrick Edouard. Oui. Qu'on salue au passage. Oui. Alors aujourd'hui, Ami, on va parler d'un sujet qu'on a évoqué de différentes manières chez les femmes d'ici. C'est la grossesse, mais c'est important, c'est crucial. C'est vraiment une période qui marque la vie de beaucoup de femmes, sinon de la majorité des femmes. Et surtout, disons que c'est une période qui peut être en gros, à une géométrie variable, en fait, à géométrie variable, pardon. C'est-à-dire que l'expérience de l'une n'est vraiment pas l'expérience de l'autre. Non. N'est-ce pas? Même si on a essayé de modéliser les expériences, en général, chacune vit sa grossesse différemment. Parce que personnalité, parce que hormones, parce que environnement, parce que moyens, tout dépend, en fait, justement, de la personne, en tout cas. Exactement. Et donc, la question qu'on se pose un petit peu, justement, c'est est-ce qu'on peut faire ce qu'il faut, tout préparer afin que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des choses qui sont anticipables, entre guillemets? Oui. Voilà. Il y a des choses qui sont anticipables, dans tous les cas. Mais on n'est jamais vraiment prête pour vivre une grossesse et pour jusqu'à l'accouchement. Ouais. Donc, c'est toujours bien de parler de la préparation, de la grossesse, des différents cas pour justement rassurer, parce que c'est une période quand même stressante, même si on ne le dit pas, mais c'est quand même une période très stressante. Ouais. Alors justement, on va porter la question sur la place publique. Aujourd'hui, on vous demande dans quelles conditions est-ce que la femme enceinte doit vivre pour que cette expérience se passe au mieux. On va écouter vos réponses dans ce micro-trottoir. Selon moi, personnellement, une femme enceinte, elle doit vivre à l'aise. Mais bon, on ne doit pas la permettre de faire tout, mais on doit faire l'essentiel. Parce qu'il y a des comportements, elle doit faire, nous, on ne peut pas se faire ça. Bon, une femme enceinte, elle est un peu comme un enfant. Bon, depuis l'engrossement, elle doit commencer. C'est vrai, après les caprices vont venir. Mais dès qu'elle est enceinte, là, il faut t'attendre à tout. Si elle doit manger, elle doit bien manger parce qu'elle doit mettre au monde un nouveau bébé. Et c'est une grâce. Donc, quel que soit ses caprices, elle doit supporter. Doit bien manger, doit bien dormir, doit dans un état en tout cas confortable. Tu dois supporter tout. Une femme enceinte, elle est fragile. Donc on doit prendre soin d'elle, on doit tout mettre à sa disposition. Parce qu'elle ne peut pas se déplacer, un geste manqué, elle peut avoir mal. Ça dépend des conditions dans lesquelles elle-même elle se trouve. Si tu as cocodie et ton mari bien posé, on n'a pas besoin de se fatiguer. Mais si toi-même tu sais que les conditions de la personne avec qui tu as pris grossesse, ça n'est pas stable, tu es obligé de laisser ton mari aller chercher de l'argent pour venir te soutenir à la maison. Moi, j'aime bien parce que les réponses vont dans tous les sens. Par contre, il y a des mots qui m'ont marqué, moi, dans ce micro-trottoir. C'est quand même, bon, déjà, caprice, on a entendu 2-3 fois. Et puis aussi la notion de fragile. Tu sais, une femme enceinte et fragile, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord, parce que les caprices, je les mets entre guillemets, mais ça reste quand même des caprices, parce que je sais qu'il y a des femmes enceintes qui demandent des plats spécifiques. Moi, je sais que je différenciais un Schweppes tonique à un Yuki tonique, je savais la différence. Complètement différent pour toi. C'était complètement différent. Fallait ça ou rien. Voilà, le Schweppes ou rien, c'est ça? Le Schweppes ou rien. Donc voilà, c'était des choses comme ça. Pas n'importe type de glace, pas n'importe. C'est vrai que c'est des caprices. Oui, il y a des choses. Oui. Donc, mais justement, comme il dit, c'est pas quelque chose à prendre à cœur ou personnellement. C'est vraiment une période où on n'est pas nous-mêmes à 100%, donc on réagit comme ça. Après, fragile, oui, bien sûr. On en a parlé plusieurs fois sur le plateau. Une femme enceinte a un pied dans la tombe, comme disent les musulmans. On est
à risque jusqu'à même 3 mois après l'accouchement. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même, on devient quand même un peu des œufs. Et on emporte, mais on en est aussi. Donc, je suis plus ou moins d'accord avec les retours qu'on a. Mais c'est vrai que dans le quotidien, on a tendance à dire aux femmes qu'elles font trop de caprices, qu'elles exagèrent, qu'elles ne sont pas malades, qu'elles sont enceintes. C'est ça aussi. Mais c'est un peu c'est une forme de maladie aussi. Oui, et puis ça dépend vraiment de l'expérience. Voilà. Il y a des femmes pour qui c'est vraiment comme une maladie. C'est ça. C'est vécu comme tel. On va accueillir notre invité du jour pour parler dans le détail donc, de cette période de transformation profonde chez la femme. Nous avons aujourd'hui une sage-femme du nom de Christelle Hachi, qui est également la présidente de l'association Oasis de la maternité. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais super bien. Écoutez, c'est bien. Si vous allez super bien, tant mieux. Bienvenue sur le plateau. Merci. Merci à vous d'être là. Alors, on parle aujourd'hui donc de la grossesse, mais en particulier de la préparation à la grossesse. Pour une personne comme moi qui n'a jamais eu d'enfant, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. En général, on va vers ses amis, on se demande est-ce qu'il y a des manières de préparer cette expérience une fois qu'on est prêt et qu'on veut tomber enceinte, qu'on est prête et qu'on veut tomber enceinte. Comment faire pour que ça se passe au mieux? Mais on entend tellement d'expériences différentes. C'est-à-dire, pour une femme, c'est la plus belle aventure, c'était magnifique, c'était le glow du début à la fin. Pour l'autre, c'était horrible, catastrophique. Alors du coup, on se pose la question, est-ce qu'on peut vraiment se préparer? Est-ce qu'on peut vraiment savoir comment ça va se passer? Alors, merci. La grossesse, c'est vraiment un gros bouleversement au niveau de l'organisme de la femme. Ça, il faut le reconnaître. Il y a vraiment des hormones qui arrivent de partout et qui vont entraîner d'énormes modifications au niveau de l'organisme de la femme, au niveau émotif, au niveau physique, des transformations. Et toutes les femmes ne sont pas peut-être capables ou alors aptes ou alors préparées à tous ces changements-là. Donc, c'est super important, comme vous le dites, d'avoir déjà une préparation au plan psychologique déjà aussi et au plan physique, parce que l'état de santé dans lequel vous êtes peut vous donner plus de chances de mieux gérer cette période. Si vous avez déjà un bon état de santé, si vous êtes en pleine forme, vous avez beaucoup plus de chances de passer cette période-là de façon plus tranquille. Voilà. Si vous avez déjà en antécédent des maladies, une anémie, un diabète, en tout cas si vous avez un état de santé assez fragile, déjà avant d'être enceinte, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile pour vous. Donc c'est super important, comme vous le dites, de préparer déjà la grossesse. Certaines femmes vont prendre des compléments alimentaires, de l'acide folique et tout ça. Mais au plan psychologique aussi, il faut être préparé à la douleur. Il faut être préparé au vomissement, aux nausées, qui sont des signes qui arrivent de partout quand on est enceinte, parce que justement, il y a beaucoup d'hormones qui rentrent en ligne de compte. Vas-y. Alors, tout simplement, moi, je pense qu'on n'est jamais assez bien préparé, surtout psychologiquement à la douleur, parce que chacun gère sa douleur. Mais on va parler d'interdits. Il y a tellement, surtout chez nous, il y a tellement d'interdits qu'on se perd. Et en général, des fois, même quand on est enceinte, c'est l'interdit qu'on a envie de consommer. On nous dit de ne pas prendre de soda, de boissons gazeuses, des trucs comme ça. Il y en a qui ne peuvent pas manger. C'est vrai qu'on ne peut pas manger des crustacés, tout ça. Mais concrètement, en termes d'interdits, qu'est-ce qu'il ne faut vraiment pas faire en dehors de nos coutumes? Au plan alimentaire, c'est ça? Au plan alimentaire ou au plan même physique, sportif. Voilà, est-ce qu'on fait du sport comme avant, etc. D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai qu'on va préparer, mais comme elle a dit, on ne peut pas préparer tout à 100%. Donc, tout va se jouer au cours de la grossesse. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, quand on s'est préparé psychologiquement, on s'attend aux modifications. Les modifications, ce sont les nausées, ce sont les douleurs, c'est le stress, c'est l'émotivité. Il y a des femmes qui sont assez fragiles, qui commencent à pleurer pour rien, qui commencent à rire pour rien, qui commencent à être anxieuses alors qu'il n'y a vraiment pas de raison. D'accord? Donc, il faut faire une bonne préparation psychologique. Quand on est préparé psychologiquement, il faut faire un bon suivi de sa grossesse. Parce que le plus important, c'est les bobos. C'est vrai qu'on a des bobos, mais le plus important, c'est de conduire sa grossesse à terme accoucher dans de bonnes conditions, avec bébé en bonne santé et maman aussi en bonne santé. Donc, ce qu'il faut faire, quand on a fini de se préparer psychologiquement, il faut bien suivre sa grossesse. Et bien suivre sa grossesse, c'est de commencer ses consultations prénatales au plus tôt,
Avant 3 mois de grossesse, il faut commencer ces consultations prénatales. Et quand vous débutez tôt vos consultations prénatales, vous avez le temps de prendre en charge déjà les petits signes qui arrivent et de faire en sorte que vous arriviez à maintenir un bon équilibre. Parce que si vous vous y prenez tard, les nausées vont aller un peu plus fort, les bobos vont aller un peu plus fort et ça va être difficile. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de commencer tôt. Maintenant, au plan alimentaire, il faut avoir une alimentation équilibrée. Il faut prendre ces 3 repas par jour. Il ne faut pas sauter de repas. Et quand on est enceinte, on a la possibilité de prendre une collation à 10h et à 16h. Mais il faut toujours manger protéines, glucides et lipides. Un repas équilibré. Il faut penser surtout aux fruits et aux légumes. Parce que les légumes, ça permet d'aller à la selle facilement. Il faut boire beaucoup d'eau pour éviter aussi la constipation, qui est un gros problème chez la femme enceinte. Maintenant, comme vous le dites, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on mange pas? Quand tu prends une orange, on ne mange pas orange pendant la grossesse. Tu vas saigner. Oui, tu vas saigner. Quand tu prends une papaye... Je ne savais pas. D'accord, ok. Ah, mais tu vois? Et c'est vrai? Oui, non, pas du tout. Ok, c'est un mythe. Pardon? C'est un mythe que oui, c'est pas vrai du tout. Quand on est enceinte, on peut manger des oranges tranquillement. D'accord. Il y a aussi la papaye. Il y a un problème sur la papaye. Non, quand tu es enceinte, il ne faut pas manger de papaye. Il ne faut pas manger d'ananas. Tu vas faire une fausse couche. Tu vas accoucher de façon prématurée. L'enfant va trop baver. Voilà, tout ça. Ah oui, au niveau de l'ananas et de la papaye, par exemple, de la papaye, il y a une substance qu'on appelle la papaïne qui peut intervenir sur le col de l'utérus pour provoquer des fausses couches. Mais ça, il faut vraiment en abuser. Il faut vraiment manger une grosse quantité tous les jours pour qu'il y ait suffisamment de papaïne dans votre organisme pour pouvoir entraîner un accouchement prématuré. Donc, on peut vraiment manger de la papaye quand on est enceinte. L'ananas aussi, il y a une substance dedans qu'on appelle la broméline et qui peut aussi agir sur le col de l'utérus. Et généralement, cette substance, ça se retrouve dans le noyau, dans le tube dur qui est au milieu. Là. Donc, si vous évitez de manger ça, et si vous mangez vraiment en quantité raisonnable, il n'y a pas de raison que l'ananas intervienne sur votre santé ou alors sur la santé de bébé. Donc, une femme enceinte peut tout manger, mais de façon raisonnable. Il y a des mamans aussi, quand elles ont envie de manger papaye, là, à midi papaye, le soir papaye, le matin papaye. C'est pour ça qu'on l'a dit, c'est interdit. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas exagérer. L'excès nuit tout le temps. Mais il y a des vrais interdits du type aliments crus, comme les poissons crus ou ces choses. Oui, le poisson cru, ça passe. Mais les crustacés, il faut faire attention. D'accord. Faire attention. Les œufs crus aussi, il faut faire attention. Les préparations à base d'œufs crus, les glaces, d'accord, il faut faire attention. Ouais. Et puis les charcuteries, saucissons, tout ça, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des germes dedans chez des femmes qui ne sont pas immunisées contre la toxoplasmose et contre certaines maladies. Donc il faut vraiment faire attention au niveau des aliments crus. Voilà. Alors pour revenir à cette pardon, je complète aussi le thé, le café, les boissons énergisantes et tout ça. Il faut bannir ou à petite dose? Il faut bannir. Il faut bannir. L'alcool aussi, surtout. Il faut éviter. L'alcool aussi, évidemment. Alors, pour revenir à cette préparation psychologique pour la femme qui souhaite ou qui tombe enceinte, pourquoi c'est si important à ce niveau-là d'être prêt parce qu'on sait qu'on va traverser une période qui va forcément être difficile, ou est-ce que c'est parce qu'il y a justement cet impact hormonal qui est plus ressenti que quand on n'est pas enceinte, tout simplement? C'est important de se préparer parce que c'est lourd, c'est un choc. Moi, j'étais en train de réfléchir, je me disais, quand Dieu créait l'homme, la femme, il a dû endormir l'homme. Et là, la femme, elle va mettre au monde un autre être humain, mais sans être endormie, éveillée. Donc, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas facile, ça peut être difficile, et il faut se préparer effectivement. Parce que vous pouvez avoir des douleurs tout le temps. Il y a des femmes, par exemple, quand elles sont enceintes, elles vont souffrir d'hypermérèse gravidique, ça veut dire qu'elles vont avoir des vomissements tout le temps. Elles vont vomir plus de 20 fois par jour, elles vont perdre 20 kilos, elles peuvent aussi souffrir d'une intolérance alimentaire, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent à rien manger, elles sont obligées d'être hospitalisées tout le temps et c'est vraiment difficile, ça peut être pénible pour certaines femmes. C'est vrai que chez d'autres, elles ont la chance, c'est modéré, mais chez certaines femmes, ça va être plus difficile. Et donc, quand on est préparé à la douleur, quand on se dit que c'est un sacrifice, c'est une pierre que chaque jour on apporte à l'édifice, c'est une souffrance utile. Quand on est bien préparé à ça, c'est vrai qu'on l'accepte plus facilement. Et c'est important aussi de se faire accompagner de son conjoint. Les personnes qu'on a à côté, on peut avoir une sœur, une amie,
un époux à côté qui peuvent nous soutenir, nous aider à supporter la douleur. Parce que la sage-femme n'est pas tout le temps présente. Et puis, vous ne pouvez pas appeler la sage-femme à n'importe quelle heure pour dire non, j'ai une douleur ici, là. Ça quitte ici, là, ça quitte ici, et puis ça descend vers ici. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, quand on est bien accompagné, quand on est bien entouré avec des personnes qui nous aiment et qui nous aident à supporter cette période-là, vraiment, ça change tout. Oui, ça change. Je vais revenir sur les vomissements hyper gravidiques parce que c'est ce que j'ai vécu pendant mes grossesses. Le problème, c'est que ce n'est pas quelque chose de très fréquent. Oui. En tout cas, dans l'entourage, peut-être pour le personnel médical, peut-être, mais dans l'entourage, ce n'est pas quelque chose de fréquent. Et comment, chez les femmes enceintes, voilà, c'est pas forcément la chose la plus fréquente. Comment, justement, on sensibilise l'entourage qui pense que, limite, on est en train d'exagérer ou on est en train de faire voilà, on s'affaiblit pour rien. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui n'est même pas dépendant de nous, en fait. Moi, j'ai vraiment souffert de ça parce que, surtout ma première grossesse, avec l'employeur, ça a été un peu compliqué, avec un responsable qui disait que oui, mais tu n'es jamais là, tu es tout le temps absente, alors que tu es enceinte, tu n'es pas malade. Oui. Surtout que les nausées, on parle juste de nausées au début, au premier trimestre, mais c'est voilà. Alors ça continue, ça continue jusqu'à l'accouchement, des fois. Oui, jusqu'à l'accouchement, voilà. Oui. C'est vrai, il faut que les gens comprennent que chaque femme vit sa grossesse de façon différente. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Sally, elle a une grossesse heureuse, épanouie, sans bobo, sans masse de grossesse, sans nausée et tout ça, que ça veut dire que Sabine à côté doit avoir la même chose. Non, chaque femme a son organisme et les réactions de l'organisme sont différentes selon chaque femme. Chez celles qui vont avoir l'hypermérèse gravidique, c'est-à-dire que les vomissements exagérés, ce sont des femmes dont l'organisme réagit de façon qui a une hyperréactivité face à l'hormone de grossesse, l'hormone chorionique gonadotrophique, l'HCG, l'hormone qui permet de diagnostiquer la grossesse dans le sang de la femme. Et c'est une hyperréactivité de leur organisme qui fait qu'elles vont vomir de façon exagérée, elles vont être allergiques à certaines odeurs. Ah oui. Voilà, donc elles vont vraiment avoir des difficultés à manger et elles vont passer tout le temps à vomir, elles vont perdre 20 kilos. Généralement, ça n'arrive pas souvent. Voilà pourquoi les gens ne sont pas habitués. Oui. C'est autour de 3 à 5% des grossesses. Des grossesses, voilà. d'accord. Oui, et des femmes noires. Où ça va se passer comme ça. Des femmes noires en particulier. Voilà, où ça va se passer comme ça. Donc, c'est vraiment pas que la maman exagère, mais c'est vraiment son organisme qui réagit de telle façon. D'accord. À ce niveau, les solutions, c'est de beaucoup se reposer. Oui. Il faut vraiment se reposer parce que souvent, si on est irrité, on est stressé, on est angoissé, est-ce que je vais arriver à la fin, tout ça, il faut vraiment se reposer et se faire accompagner de quelqu'un vraiment qui comprend. D'accord ? Et il faut faire en sorte de manger très souvent. C'est vrai qu'elle a des difficultés pour manger, mais il faut faire en sorte de manger très souvent. Oui, parce que comme elle rentre tout, voilà, de petits repas, même des boissons sucrées. Vraiment faire en sorte que l'estomac ne soit pas vide. Parce que c'est ça qui va entraîner après les vomissements. Et vraiment, il faut commencer la prise en charge assez tôt. Il faut voir une sage-femme assez tôt, ou alors un gynécologue assez tôt, pour pouvoir anticiper sur les bobos. Alors justement, en parlant d'anticipation, un problème comme celui que Camille vient d'évoquer, est-ce qu'on peut savoir avant d'être enceinte ou même... Non, on ne peut pas savoir. Donc c'est vraiment... c'est vraiment, il faut attendre que ça arrive. Il faut attendre que ça arrive, justement, c'est pour ça que c'est bon de faire un bon suivi de la grossesse, qu'on appelle les consultations prénatales, qui permettent justement, souvent, quand vous allez tôt, le gynécologue ou la sage-femme a la capacité de vous examiner et de voir que vous avez un état de santé assez fragile et de commencer rapidement à vous remonter pour éviter ce genre de situation, justement. Et au fur et à mesure que vous allez vous respecter vos rendez-vous, on a la capacité de prévoir, d'anticiper sur les complications qui peuvent survenir et d'adapter le traitement. D'accord. Donc, voilà. Ok, donc c'est à la fois à travers ces consultations prénatales qu'on peut limiter un petit peu la les casse risques, quand le problème est déjà là, et aussi donc avec ce suivi, donc vous dites à la fois des gynécologues, mais aussi le suivi psychologique va aider. Oui, c'est important. Parce que j'imagine, toi, dans ton cas, tu étais aussi au plus bas, moralement. Très, parce qu'en fait, en plus d'être entrepreneur, donc être à son compte, et il faut se reposer. Donc, tu ne travailles pas, donc tu commences à imaginer que déjà, tu as une grossesse où tu vomis, et quand tu vomis, tu as le col de l'utérus que tu fragilises, donc on doit te faire un cerclage, tu vas rester couché, tu n'es pas sûr que ta grossesse va aller à terme, mais tu n'es même pas sûr aussi que tu vas te faire de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins. Oui, c'est tout un... Moi, j'étais en dépression. Surtout avec mon fils, j'étais en dépression tout le temps.
Ouais, donc c'est très difficile. Psychologiquement, en tout cas, moi, j'ai écrit un livre de grossesse, justement. Pour moi, c'est vraiment l'accompagnement psychologique qui est important parce que le physiologique, le corps, la santé, il y a déjà le personnel soignant qui est là et les vomissements gravidiques, le médecin ne peut rien faire, vous ne pouvez rien faire. Les douleurs lombaires ou quoi que ce soit, on peut que soulager. Mais c'est l'accompagnement psychologique des femmes enceintes qui pour moi, est nécessaire et qui manque, en fait, et dans l'entourage, et même des fois dans le personnel soignant. Comment vous pouvez expliquer ça? Et est-ce que vous pensez, comme moi, que c'est très important d'accompagner les femmes comme ça? Oui, c'est super important d'accompagner les femmes de façon psychologique. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des symptômes qu'on n'arrive pas à gérer avec les médicaments. D'accord? Dans l'hypermérèse gravidique ou alors dans les vomissements exagérés. C'est vrai que les anti-émétiques ordinaires qu'on prescrit aux femmes enceintes ne marchent pas. C'est-à-dire que malgré les médicaments qu'on vous prescrit, vous continuez de vomir. Et si on veut aller avec des médicaments qui sont plus forts et qui agissent au niveau central, on risque de faire mal au fœtus. Donc, on est contraint de limiter. Voilà. Donc, on est obligé maintenant de partir sur le plan psychologique pour vous aider à supporter, justement. Et supporter, c'est difficile parce qu'on se dit que ce n'est pas normal. On se dit, est-ce que je ne vais pas mourir? Est-ce que le bébé ne va pas mourir? Est-ce que je vais arriver à terme? Est-ce que je pourrais accoucher? On dit, pour pousser, c'est difficile. Les douleurs, si je souffre comme ça, est-ce que je pourrais encore terminer? Voilà, c'est une grosse inquiétude que les femmes ont, de stress. Et c'est super important de les accompagner psychologiquement pour leur dire que c'est pas normal, c'est pas anormal. Ce que vous ressentez, c'est dû aux hormones qui sont présentes dans votre organisme pour pouvoir maintenir la grossesse. Malheureusement, votre organisme réagit difficilement à ces hormones, mais ça ne va pas vous tuer. C'est juste un sacrifice que vous devez faire pour pouvoir avoir votre enfant en bonne santé. Donc, un accompagnement psychologique pourrait effectivement pallier à l'absence des médicaments assez efficaces pour pouvoir réduire ces effets-là sur la femme. Christelle Hachi, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition. Ne bougez pas. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Les Femmes d'ici, c'est du lundi au vendredi dès 13h05 sur NCI. C'est donc le numéro 4 de la TNT et 204 du bouquet Canal. Nous sommes en compagnie de Christelle Hachi, qui est donc sage-femme, et on parle aujourd'hui de la grossesse. Comment bien la vivre, comment bien la préparer, si c'est possible, ou en tout cas dans quelle mesure est-ce possible. Alors, la question que je me pose également, c'est en tant que personne qui n'est pas forcément au fait de ce qui peut se passer pendant une grossesse, parce que je n'en ai pas fait encore, comment est-ce qu'on sait, quand on est enceinte, surtout pendant la première grossesse peut-être, qu'on n'est pas en train de subir des symptômes qui sont peut-être un peu des signes d'un problème particulier? Comment est-ce qu'on sait que c'est pas de la normalité en fait ce qu'on traverse? Ah d'accord, oui, ça c'est important, c'est une belle question. C'est ce qu'on appelle des signes de danger qu'il faut connaître avant d'être enceinte déjà, parce qu'après, il ne faut pas se retrouver avec une affaire de « mais tu aurais dû consulter ». Non, je pensais que c'est normal. Donc, au cours de la grossesse, effectivement, il y a des signes de danger qu'une femme doit connaître pour pouvoir consulter à temps. Par exemple, vous pouvez avoir des douleurs au niveau du bas-ventre ou alors du dos. C'est tout à fait normal. Mais quand ça dépasse un certain niveau, quand ça fait hyper mal, il faut consulter, ça peut être une menace d'avortement. D'accord, donc c'est une question d'intensité. D'intensité, voilà. Ça, c'est subjectif, l'intensité. Oui, c'est subjectif, mais je veux dire quand même, chacune connaît son corps. On peut quand même savoir quand on n'arrive pas à supporter. D'accord. Ensuite, aussi, il y a des saignements. Quand on est enceinte, normalement, on ne saigne pas. Donc, dès que vous voyez apparaître un saignement, il faut consulter. Quand vous avez mal à la tête, c'est vrai que vous allez peut-être prendre du paracétamol pour vous soulager, mais il faut se dire qu'être enceinte et avoir mal à la tête, ça peut être signe d'hypertension artérielle. Donc, il faut consulter. Quand on a la fièvre, alors là, il ne faut pas rester à la maison, il faut consulter. D'accord? Ça peut être vraiment beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Donc, il y a des signes comme ça de danger. Il y a aussi la perte des os.
quand on est enceinte, normalement, on ne perd pas les os. On perd les os quand on est à terme et quand on doit accoucher. Si on perd les os avant, c'est une rupture prématurée des membranes et ça peut être dangereux. Il faut consulter systématiquement. Donc, au-delà du fait que ce soit des signes normaux, des signes gérables, dès qu'on a un petit bobo qu'on sent anormal, il faut consulter. Mieux vaut qu'on vous dise que non, madame, c'est rien, que de ne pas consulter et après se rendre compte que c'est quelque chose de grave. Ça part de l'intuition aussi. Hein. Oui, c'est important. Parce qu'au niveau de la grossesse, on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout prévoir. Il y a des choses que vous allez dire à votre sage-femme qu'elle n'a jamais entendues. C'est ça. Ça vous arrive souvent? Oui, mais c'est ça. Est-ce que vous avez un exemple? C'est de gros casse-tête. La femme arrive et vous explique. Ah, madame, que tu dis que la douleur, là, ça fait comment? Elle dit non, madame, ça commence ici, là, non. Tu vois, non? Et puis après, non. Ça descend vers le dos, là-bas, puis après, ça descend vers le pied. Souvent, elles ont du mal même à expliquer ce qu'elles ressentent. Mais déjà, si elles sont informées qu'au cours de la grossesse, il peut y avoir des douleurs qu'on appelle des douleurs ligamentaires qui sont dues... Quand on est enceinte, l'utérus va grossir, le poids du bébé va augmenter. Et comme l'utérus, ce n'est pas un organe qui est fixé, ça va tirer un peu sur les ligaments qui le retiennent au bassin et ça va faire mal. Et donc, cette douleur-là, on peut l'avoir dans le dos, elle peut descendre jusqu'au niveau de la jambe. Donc, quand on sait que c'est une douleur normale et qu'il y a un nom qui s'appelle une douleur ligamentaire, on se dit, OK, d'accord, c'est ce qui m'arrive, justement. Donc, on ne panique pas. Parce que la femme enceinte stresse rapidement. Souvent, on vous pose la question, là, ça, c'est que mon bébé n'aura rien. Parce que quand elle a mal, elle se dit qu'il y a un souci au niveau du bébé. Mais elle sait que c'est normal, elle le vit mieux. Surtout que le stress n'aide pas aussi dans le stress n'aide pas. Dans la grossesse et au fait que le bébé arrive à terme, enfin que la grossesse arrive à terme. Alors, on demande et on recommande aussi aux femmes enceintes, ou même avant même de tomber enceinte, de prendre toutes sortes de compléments alimentaires. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'acide folique, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'autre vitamine. C'est pourquoi exactement tout ça? Alors, comment dire ça? Le bébé, pour pouvoir grandir, le fœtus, pour pouvoir grandir, va avoir besoin de puiser dans les réserves de la maman. Au cours de la grossesse, dans les traitements préventifs, on va vous donner du fer, des comprimés de fer ou alors du sirop de fer pour pouvoir faire en sorte que vous ne soyez pas anémié. Parce que les dépenses au niveau de l'organisme pour pouvoir produire le sang sont doublées maintenant par 2, parce que bébé est là. D'accord? Et donc, renforcer les réserves de la mère avec des compléments alimentaires, ce n'est pas mauvais. Renforcer avec de l'acide folique, ce n'est pas mauvais. Avec des vitamines, ce n'est pas mauvais. D'accord. Voilà. Et c'est recommandé? Oui, c'est recommandé. Et dans le même temps, est-ce que... Mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Ça va vraiment dépendre de la femme, d'une femme à l'autre? D'une femme à l'autre, oui. De la les risques d'anémie aussi? Voilà, des risques et tout ça. D'accord. Donc, il faut attendre, en fait, que le médecin nous le dise? Oui. Il ne faut pas s'auto-prescrire. Surtout quand on est enceinte, il faut faire très attention aux médicaments parce qu'il y a des médicaments qui ont des effets tératogènes, des effets qui peuvent créer des malformations chez le fœtus. Donc, il faut faire très attention avant de prendre un médicament. Ça peut être des compléments alimentaires, mais il peut y avoir un composant dedans qui est proscrit au niveau de la grossesse. Donc, il faut toujours demander l'avis de la sage-femme ou alors du médecin gynécologue avant de prendre un médicament quand on est enceinte. Et à propos justement des malformations, c'est la plus grande crainte quand on est enceinte aussi, parce qu'on ne sait pas finalement qui on va rencontrer quand on va accoucher. Est-ce qu'il y a moyen de savoir, de prévenir justement toutes ces malformations, on va dire? Oui, bien sûr, il y a moyen de prévenir. Justement, voilà pourquoi il faut commencer les consultations prénatales assez tôt, au premier trimestre, avant le 3e mois. Et quand vous commencez vos consultations à cet âge-là de la grossesse, le médecin ou alors la sage-femme va vous prescrire ce qu'on appelle le bilan prénatal. Le bilan prénatal permettra de dépister des maladies comme la toxo, la syphilis, la rubéole, qui sont des maladies qui entraînent des malformations chez le fœtus. Et quand on a dépisté assez tôt ces maladies-là, il existe des traitements pour pouvoir limiter les effets de ces maladies-là sur le fœtus. Généralement, ce sont des maladies maternelles, des maladies qui existent dans le sang de la maman, qui vont agir sur le bébé et créer ces malformations. Et donc, quand elles sont dépistées assez tôt, on arrive à traiter et à éviter. Et ensuite, au cours aussi de la surveillance, on fait des échographies qui permettent de dépister assez tôt des malformations aussi qui ne sont pas viables. Parce que il y a des moments où on est obligé d'interrompre tout simplement la grossesse pour éviter de faire sortir un bébé
qui ne sera pas viable. Voilà. Mais donc, vous parlez de malformations, de maladies qui sont déjà dans le sang. Est-ce que pour une femme qui, justement, veut se préparer à la grossesse, donc qui n'est pas encore enceinte, ce serait bien de faire un bilan de santé, justement, pour pouvoir voir toutes ces petites maladies ou ces petits problèmes qu'elle peut régler avant? Parce que c'est vrai que il y a un couple qui disait, Karel et Olivier, qui disaient que pour faire un enfant, on n'a jamais préparé les gens à avoir des enfants. On se dit, allez, tu te maries, tu fais ton enfant, l'enfant arrive. C'est naturel. Alors qu'il y a quand même un ensemble de choses à voir. Donc, pour les femmes qui veulent vraiment... Ouais, et pour compléter ta question, la question que je me pose aussi, et je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est scientifique, c'est est-ce qu'il y a aussi une question de compatibilité donc, entre l'homme et la femme qui vont concevoir? Et est-ce que c'est des choses aussi qu'on peut observer au niveau de tests en amont? Oui, justement. Monsieur et madame doivent faire un bilan sanguin avant même le mariage. Parce que récemment, j'ai publié sur Oasis de la maternité, ma page Facebook, une information selon laquelle une femme de rhésus négatif, ça encore ça revient, une femme de rhésus négatif qui tombe enceinte et qui fait un avortement, ou alors une fausse couche, doit systématiquement se faire injecter ce qu'on appelle le sérum anti-D. Anti-D. D'accord. Alors, si vous ne vous faites pas injecter ce sérum anti-D-là, vous aurez des problèmes pour concevoir dans le futur avec un homme qui est de rhésus positif. Si éventuellement le bébé que vous portiez était de rhésus positif. D'accord. Donc, si vous n'avez pas cette information, si vous êtes une jeune femme et que vous n'avez pas encore conçu et que vous ignorez votre groupe sanguin, vous n'avez pas cette information, vous pouvez faire un avortement ou alors une fausse couche sans vous faire injecter ce sérum anti-D-là. C'est ça. Et là où vous vous trouvez confronté à cette situation-là, quand vous allez vouloir concevoir dans l'avenir. Et si votre conjoint est des rhésus négatifs, tant mieux. Oui. Mais si c'est parce que voilà, s'il est de rhésus positif, vous voyez que c'est difficile. Ah oui, d'accord. Il y a quand même plusieurs examens à faire quand même. Voilà. Il y a aussi la drépanocytose. Quand vous avez des signes de drépanocytose dans votre sang, vous êtes S et tout ça, vous êtes AS, il faut éviter de se marier avec quelqu'un qui est aussi AS, parce que vous pouvez faire des enfants SS et ce serait vraiment dommage. Les choses de l'amour. Oui, les choses de l'amour, justement. C'est vrai que c'est comme voilà pourquoi il faut faire vraiment ces examens-là vraiment au préalable. Au préalable, c'est ce qu'elle a dit, c'est vraiment très important. Pour faire un enfant, il faut se préparer. Oui. Sur Oasis de la maternité aussi, j'avais parlé de mode d'emploi de la grossesse. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas un matin comme ça, on dit non, je vais faire un enfant. C'est ça. Il faut d'abord te connaître toi-même. Quel est le problème que tu as avant de pouvoir faire un enfant? Et quels sont les problèmes auxquels je pourrais être exposée si je suis enceinte? Et pour pouvoir prendre les dispositions avant même de tomber enceinte. Parce que justement, quand on est déjà enceinte, on est déjà devant les faits accomplis et c'est difficile. Et souvent, on se retrouve devant des situations dramatiques qu'on aurait pu justement éviter. Voilà. Alors justement, de façon réaliste et d'après ce que vous observez, il y a beaucoup de personnes qui font à la fois ce diagnostic, dans quelle situation je suis, est-ce que je suis prête à tomber enceinte? Et puis aussi les tests sanguins dont on a... Est-ce que la majorité des personnes font ça? Est-ce que les gens savent qu'il faut faire ça et le font? Non, généralement, les gens ne savent pas. Parce qu'il y a un manque de communication là-dessus. C'est pour ça que nous avons créé cette plateforme-là sur Facebook, où il y a beaucoup de gens qui sont là, qui regardent plein de choses. On peut leur apporter généralement ce genre d'informations. Sur la santé de la reproduction, il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Ah, ça, c'est cool. Comme ça, c'est tellement vrai, on s'en rend compte. Alors, une autre question qui peut, je pense, aider, dont la réponse peut aider les personnes qui nous regardent, c'est quand on a choisi ou qu'on se retrouve à tomber enceinte ou à vouloir tomber enceinte un peu plus tard, c'est-à-dire autour de 35 et plus, donc ce qui est considéré comme une grossesse à risque. Est-ce qu'il y a une préparation particulière à mettre en place? Ou est-ce que ça revient un peu au même que pour la femme un peu plus jeune? Ça revient un peu au même, mais je veux dire qu'il faut faire ses enfants assez tôt. Quand on a la possibilité, il faut y aller un peu plus tôt parce que quand on attend, les chances de concevoir diminuent. Bien sûr. Généralement, les femmes qui ont des problèmes de fertilité sont des femmes qui sont au-delà de 30, 35. D'accord? Et une grossesse au-delà de 35 ans, c'est une grossesse à risque. Donc, ce qui est conseillé, c'est de faire un enfant beaucoup plus tôt. Voilà, et c'est vrai qu'il y a des risques, donc il faut déjà faire aussi une consultation, des examens au préalable avant de s'y engager. Voilà. C'est complexe d'être une femme, parce qu'avant ça, il faut faire des études, il faut travailler, il faut avoir et quand c'est trop tard, il faut se marier. Après, tu as 30 ans, ah non, c'est trop tard, c'est compliqué, tu ne peux pas faire d'enfant.
Non, mais tu fais ça à 20 ans, non, tu es trop jeune. Voilà, c'est difficile. C'est vrai qu'en fait, si tu te rends compte que la fenêtre d'opportunité n'est pas si large, en fait. Si la configuration de la société dans laquelle on vit actuellement, c'est vraiment difficile d'avoir un enfant à 20 ans parce que tu viens à peine d'avoir le bac, tu ne travailles pas, ton chéri ne travaille pas, il fait quand même ton gars à la même. Non, il se débrouille, tu as vu, non. Mais tu es enceinte pourquoi? C'est compliqué. Et quand on attend aussi, on se retrouve dans une situation où on a moins de chance et vraiment, ça part dans tous les sens. Oui, et le fait d'avoir moins de chance, ça impacte aussi parfois même le processus de fécondité parce qu'on est stressé, ça prend du temps. C'est un peu un cercle vicieux, non? C'est-à-dire que plus on est stressé parce qu'on n'arrive pas à tomber enceinte, plus on stresse et le stress peut affecter la fécondité. Oui, bien sûr. Quand on est stressé, c'est difficile. Ça peut affecter effectivement la fertilité. Et on perd beaucoup de temps aussi à chercher un enfant parce qu'il y a un détail qui nous échappe. Généralement, quand les femmes ont envie d'avoir un enfant, elles vont consulter seules. Elles vont consulter seules. Parce que généralement, les hommes refusent de les accompagner. Et alors, vous allez prendre 8 ans en train de chercher, de voir ce gynécologue, cette sage-femme-là, de voir ceci et cela. Et finalement, à la 8e année, on se rend compte que c'est le partenaire avec qui vous êtes qui a des spermatozoïdes qui ne sont pas vraiment de bonne qualité. Donc, ce que je conseille à toutes les femmes, pour répondre à votre question, d'une femme qui est un peu tardée avant d'avoir des enfants, de déjà commencer par le spermogramme de l'homme avec qui elle vit, pour être sûr que les spermatozoïdes sont de bonne qualité. Avant d'entamer toutes les recherches qu'on a à faire au niveau de la femme, il faut chercher vraiment sur plusieurs plans avant de découvrir la cause de l'infertilité. Alors que chez l'homme, avec un spermogramme, on arrive à découvrir et puis à faire le traitement correctement. Voilà, donc c'est important quand on est dans un désir de maternité et qu'on n'a pas suffisamment de temps de se faire accompagner déjà par l'homme avec qui on vit. Voilà. Et donc justement, la question du bien-être de la grossesse et la présence du père, de l'auteur en tout cas de la grossesse. L'auteur. Le géniteur. Du père. Non, j'aime bien ce mot, l'auteur. Ouais. Non, mais parce qu'il n'est pas encore père. Quand tu dis auteur, ça fait presque l'auteur du crime. Vas-y, continue. Bref, donc son utilité dans le bien-être justement du suivi de la grossesse. Parce que je sais qu'il y a des femmes, c'est vrai, il y a des hommes qui n'accompagnent pas, etc. Mais il y a des femmes aussi, comme on fait des trucs entre femmes, c'est mes copines. Il y a quand même aussi cette omerta, on empêche des fois le père d'être présent, et il y en a aussi d'autres qui se complaisent dans cette situation. Donc, en quoi vraiment est-il important que le père, l'auteur, soit présent tout le long de la grossesse? Oui, c'est important. C'est super, super important que le père soit présent. Parce que la femme enceinte est fragile. Psychologiquement, elle est fragile et elle a besoin d'être accompagnée. Elle a besoin d'être accompagnée chaque jour. Comme je le disais tout à l'heure, le gynécologue ou alors la sage-femme n'est pas là en permanence. Donc, c'est important d'avoir un mari qui est à votre écoute. D'abord, au plan psychologique. Maintenant, souvent, vous êtes fatigué, vous avez besoin d'être massé. Voilà, donc le père peut le faire. Souvent, on dit que la femme enceinte ne doit pas se faire masser. Ce n'est pas vrai. On peut se faire masser avec des huiles essentielles, même quand on est enceinte. Et il y a aussi les rapports sexuels qui sont d'un effet très bénéfique au cours de la grossesse parce que ça permet à la maman de se détendre. Donc, c'est important aussi que le père soit là pour jouer ce rôle-ci. Et même s'il a un peu frileux ou qu'il n'a pas envie, qu'il se force. Le devoir conjugal. Non, l'envie va venir. L'envie va venir. Non, et puis, il y a des mamans qui se plaignent parce qu'elles se disent que papa, il n'a plus envie. Mais il y a des hommes qui se plaignent aussi, qui se disent que tu n'es plus chic. C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on se néglige. Il faut quand même prendre soin de soi. Les vomissements oui, c'est vrai, c'est vrai. Que tu es toujours... Priorité. Oui, il y a des hommes qui disent ça. Ils disent ça. Non, mais tu vomis trop, ça me fatigue. Ah oui, c'est sûr. Imagine en 2 vomissements, tu dis, mon chéri, le gars, le pauvre. Non, mais il faut trouver le juste milieu pour faire en sorte que les rapports sexuels soient quand même possibles au cours de la grossesse. Les hommes aussi qui ont peur, ils se disent, non, je vais faire mal au bébé, tout ça, ça n'a rien à voir. Le bébé est très loin, il est très protégé et il n'aura pas mal du tout. Allez-y doucement et c'est possible de le faire au cours de la grossesse. Merci beaucoup, Christelle Hachi, pour toutes ces informations. Et puis, c'était un plaisir vraiment de vous avoir. On a beaucoup appris. En tout cas, moi, comme d'habitude, j'ai beaucoup appris. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition. À tout de suite.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici. C'est l'heure maintenant pour nous de nous plonger dans la zone digitale avec Ami Kwame qui va nous dire pourquoi c'est important de soigner ses photos quand on a un business. Tout de suite. Bonjour Anan. Rebonjour, dis-nous tout. Alors, le week-end dernier, j'étais dans un endroit qui s'appelle Coco Grill. Je pense que les photos vont passer à l'écran. Et je suis arrivée dans cet endroit-là. À l'écran, en ce moment, c'est plutôt Café des Jardins, mais ça fait partie justement de mon explication. Et quand j'y étais, je me suis rendu compte que je suis arrivée là à cause des photos Instagram de Coco Grill. Ah, je me suis dit, mais d'un joli compte, qui était très beau. J'avais déjà vu les photos qui étaient passées, qui ont été sponsorisées. Et ensuite, j'ai vu des gens y aller, etc. Ça, c'est Coco Grill. Ça, c'est Coco Grill, voilà. Et donc, j'étais avec mon amie, elle voulait aller à Bassam. Donc, je lui ai dit, bon, il y a un nouvel endroit que j'ai vu sur Instagram. Il faut qu'on y aille, voir si, en plus d'être Instagrammable, bah, c'est bon. Et on a testé, on a très bien mangé, c'était très bon, mais surtout, on a vraiment apprécié le cadre. Donc, c'est vraiment inspiré, ma chronique est inspirée de ça, c'est d'expliquer justement aux business justement de restauration, etc. Pourquoi c'est important de soigner les photos qu'ils postent sur leurs réseaux sociaux, parce que finalement, ça va développer leur business. Donc, ça commence par, développer le business. Donc, ça ramène des clients. Nous, on est arrivés, on a consommé, on était 3, donc on a mangé. On a aussi fait des photos. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça crée du contenu. C'est ça. Parce que finalement, en faisant des photos, on les poste, on les tag. Donc, en fait, c'est des contenus qu'eux, ils ont, qu'ils peuvent reposter sur leurs réseaux sociaux. Et troisième chose, ça permet de communiquer gratuitement. Parce qu'une fois qu'on a posté, naturellement, ils n'ont pas besoin de payer qui que ce soit, de faire un article de presse. C'est au fur et à mesure que les clients viennent qui recommandent. Donc, il y a effectivement Café des Jardins qui est le nouvel espace au Vallon, qui est très beau, qui est très instagrammable, qui, en fait, a eu vraiment le buzz rien qu'avec les photos. D'accord. Avec leur espace et avec leur espace et tout ça. Est-ce que toi, tu es influencée justement par ça? Alors honnêtement, oui. Je pense que c'est rare que tu vois aujourd'hui des personnes, surtout qui sont sur Instagram et actives sur Instagram, qui ne sont pas un peu sensibles à ça. C'est-à-dire qu'on regarde, on scrolle, on a les images qui arrivent et on se dit « Ah, c'est joli cet endroit ». Donc, forcément, c'est peut-être triste à dire, mais on est une société vachement portée sur l'esthétique. L'esthétique, bah oui, totalement. L'esthétique physique, mais aussi l'esthétique des endroits où on veut pas juste aller au restaurant parce qu'on va bien manger, mais aussi parce que le cadre est agréable. Et donc moi, personnellement, oui, ça m'influence beaucoup. Tu as tout compris. C'est ça le point. Le secret, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les gens ne vont plus au restaurant juste pour aller au restaurant. Surtout à Abidjan. Franchement, on note la bouffe locale est très bien. La street food est bien, le garba, etc. On mange très bien. Donc, quand on va dans un restaurant, ce qui va faire la différence, déjà, c'est le cadre. Et si le cadre donne envie de se poser, de faire des photos, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc, comme je dis, la première chose, quand tu viens dans un cadre que c'est beau, ton réflexe, c'est vraiment de prendre en photo. Que ton plat aussi soit présentable, le réflexe naturellement des gens, la plupart des gens, malheureusement, mais c'est comme ça, de prendre des photos. Ouais. Et même s'ils ne les postent pas sur les réseaux sociaux, ils les envoient à leurs amis sur WhatsApp, ils le partagent en fait. Donc, c'est vraiment très important pour le business d'avoir un endroit qui soit présentable. Ouais. On dit souvent Instagrammable. Bien sûr. Et comme tu dis, à la fois l'endroit, mais aussi, voilà, si jamais une belle présentation du plat, il y a des choses un peu spéciales qui peuvent être Instagrammables en plus de cet espace-là. Et c'est vrai qu'il y en a qui vont juste plus loin et qui vont même créer un espace qui est dédié à des photos Instagram. Ouais. Et donc, ça fait que vous placez votre espace sur la carte, on va dire. Donc, naturellement, quand les gens ne sont pas d'ici, ils voient aussi sur Internet les photos, ils vont venir à Abidjan. Ah, OK, j'ai vu cet endroit sur Internet et tout. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir se démarquer avec le contenu qu'on crée. On crée ce contenu, enfin, avant de créer le contenu, il faut déjà que l'espace donne envie soit beau, soit esthétique, et ensuite qu'on le partage vraiment sur les réseaux sociaux, et enfin qu'on incite les gens à venir, et quand les gens viennent, ils repostent. Le dernier restaurant qui t'a influencé comme ça, c'est lequel? Écoute, à Abidjan, je crois bien que ça peut-être... Ah non, j'allais dire Café des Jardins, mais non, en fait, en réalité, c'est un endroit sympa qui est peut-être moins médiatisé, c'est... Café Arlequin? Non.
Harlequin, exactement, pardon, Harlequin. Oui, c'est un concept store aussi. C'est un concept store, effectivement. C'est un très beau concept store. Effectivement, il est moins médiatisé, justement parce qu'il ne communique pas vraiment, mais c'est fait exprès, je pense. Il ne communique pas vraiment, c'est plus intimiste, etc. Mais il est moins médiatisé, mais effectivement, il donne envie de poster. Moi, j'ai un endroit que j'aime beaucoup, c'est Kajazoma, par exemple, où l'espace, c'est aussi un store, hein, tous les mobiliers sont là, le mobilier qui est là, pardon, est en vente, mais en même temps, c'est une belle table, c'est une terrasse, enfin, c'est un jardin agréable et tout ça. Donc vraiment, moi, je conseille aux... Pas rigoler avec ça. Non. Et je pense que le côté, justement, ces endroits qui ont à la fois un bel espace, mais aussi qui vont mettre en valeur de l'artisanat ou de l'art local, c'est aussi quelque chose qui fonctionne. Voilà. Et on est vraiment à l'ère du digital, mais on est à l'ère où on n'a plus de barrières, de frontières. Il ne faut plus penser son business comme avant, en fait. Voilà. Il faut penser, attention, les gens vont voir et c'est l'esthétique qui va vraiment donner envie de venir. Mais tu as absolument raison, parce que si tu regardes bien même la façon dont les influenceurs se comportent sur les réseaux, par exemple, il y a des endroits où tu n'es jamais allé de ta vie. Oublie même la Côte d'Ivoire, hein, mais tu les connais parce que tu as vu 50 000 images sur Instagram. Par exemple, il y a cette place-là à Marrakech. À Marrakech, le jardin tout le monde, oui, ou les jardins de Majorelle. Les jardins de Majorelle, oui, c'est vrai. Tu as aussi une sorte de ruelle, il me semble que c'est en Grèce, à Mykonos. Oui. Toutes les influenceuses ont fait la photo là-bas. Justement. Et en fait, en réalité, c'est énorme pour le tourisme de ces pays-là. Voilà, donc voilà, il faut soigner son image, il faut s'assurer qu'on ait de belles photos, il faut s'assurer qu'on ait des endroits spotables et ça marche pour des endroits, ça marche pour le tourisme aussi local, c'est très important. Merci beaucoup, Ami. Je pense que la leçon a porté ses fruits. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau des Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Je vous rappelle encore une fois que les Femmes d'ici, c'est du lundi au vendredi dès 13h05 sur NCI. C'est donc le numéro 4 de la TNT et 204 du bouquet Canal. Je vais y arriver. On passe à présent à ce moment où on partage avec vous nos coups de gueule ou nos coups de cœur du moment. C'est Ça crush, ça clash. Alors, Ami, pour moi aujourd'hui, c'est un clash. Ah ouais? J'ai l'impression que je suis un peu abonnée au clash. Oui, en fait, parce que je dis, ah ouais... c'est pas nouveau, Alan, comme d'habitude. Mais c'est un clash, pourquoi? Parce que, est-ce que tu savais que, d'après certaines études qui viennent de sortir, eh bien, le taux de fécondité dans le monde est en baisse? Aïe! Il est en baisse, bon, parce que une des raisons, c'est aussi parce que oui, les femmes font des enfants plus tard, donc forcément la fertilité, elle baisse avec l'âge. Comme on en parlait tout à l'heure avec notre sage-femme qui était notre invitée pour parler de la grossesse. Mais au-delà de ça, c'est aussi tout ce qui vient, tout ce qui a comme impact négatif sur la grossesse, enfin sur la fertilité, qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire de l'environnement. Et en l'occurrence, les produits chimiques. Donc, alors cette étude dit que bien que ces baisses puissent être dues au fait que de nombreux adultes reportent intentionnellement donc, la naissance de leur premier enfant, eh bien, il y a aussi ce facteur qui est lié à la présence de produits chimiques industriels. Donc en fait, c'est plus un rappel à l'ordre pour moi aujourd'hui, c'est de dire il faut avoir conscience qu'on a énormément de produits qu'on utilise au quotidien dont l'usage peut avoir des répercussions sur notre fertilité. Santé, ouais. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Hein. Ce qui va provenir de l'extérieur quand on est dehors, que ce soit la pollution, que ce soit quand on est dans notre voiture ou dans notre bureau, peut-être qu'on n'a pas forcément contrôle sur ça. Mais par contre, à la maison, oui, mais ça, on peut limiter les dégâts. J'étais au courant, en tout cas. Parce que même faire les ongles, tu sais, les ongles, c'est dangereux. En tout cas, quand on veut avoir un bébé. La teinture. La teinture, le défrisage. Le défrisage. Les produits de nettoyage. Exactement. Alors justement, les produits de nettoyage, moi j'essaie de faire une transition vers le clean à ce niveau-là, ce qui n'est pas toujours évident, mais il paraît que tu peux remplacer plus ou moins tout ce que tu as dans ta maison, que ce soit la lessive ou, c'est le produit pour nettoyer le sol ou les vitres, par du vinaigre de cidre, ou alors du savon de Marseille. Vinaigre de cidre, bicarbonate de soude, vinaigre blanc. Voilà. Oui, c'est donc possible. En fait, ce sont des choses qu'on peut faire. C'est pas des savons plus naturels. Ça nécessite peut-être un peu de réflexion, un petit peu de DIY, un petit peu de travail de laboratoire, mais c'est pas infaisable. Et je pense que quand on est dans une démarche pour tomber enceinte, il faut quand même se donner les moyens. Donc à la fois, je dis ça pour les autres et je dis ça pour moi. Non, je te comprends. Donc voilà.
C'est vrai que le monde est très chimique en ce moment, donc il faut essayer de passer au naturel. C'est ça. Ouais. Alors moi, j'ai un crush en fait, hein, parce qu'il faut équilibrer. Oui. J'ai un crush en fait parce que j'ai ma chérie, ma superwoman, Marie-Josée Talou, qui a posté une jolie photo avec son chéri qui vient de Trinidad, je crois. D'accord. Son chéri est trinidadien. Oui, oui. J'espère que je me trompe pas. En tout cas, de cette zone du monde. Là. Et je dis une Ivoirienne avec quelqu'un qui soit aussi loin. Oui. C'est le truc. C'est une belle histoire. Voilà, super improbable. Je suis contente de la voir heureuse. Je sais que c'est une battante, une championne aussi. Et la voir comme ça sur les réseaux sociaux, ça donne chaud au cœur. Ça donne foi à l'amour. Et c'est vrai. Et en plus, c'est vrai que les tenues qu'elle porte sont très jolies. Enfin, qu'il porte sont très jolies. Ouais. C'est plein de couleurs. C'est plein de couleurs. Et effectivement, ça fait plaisir d'avoir comme ça. Voilà, c'est mon big up à elle en tout cas. Marie-Josée Talou, elle a quel âge? À peu près un peu plus. Je sais plus, je crois la trentaine, un peu plus. Un peu plus, hein. Ouais, un peu plus. Donc c'est beau aussi parce que du coup, c'est pas le mariage que tu fais à 20 ans, c'est genre ça veut dire qu'elle a trouvé l'amour. Je sais pas si ça fait longtemps qu'ils sont ensemble ou pas, mais écoute, je te suis, c'est un crush. C'est un crush trop. C'est un crush, donc un clash, un crush, ça va, c'est à peu près équilibré. C'est équilibré, c'est bon. Et la romantique que tu es a choisi donc cette histoire d'amour soldée par un mariage. Oui. Bon, sans transition, on va passer à nos tabliers, ou à vos tabliers plutôt. Aujourd'hui, on vous montre donc cette petite recette préparée, dans ce sujet, préparée par Chèque Bleu. C'est les brochettes d'écrevisses. Bonjour, je suis mademoiselle Kouman Lydie, responsable du restaurant Le Délice culinaire de Koumli, situé à Yopougon, Niangon, Texaco. Je vais vous faire découvrir les brochettes d'écrevisses avec comme accompagnement les brochettes d'aloko, les pommes de terre sautées, le nettoyage des écrevisses. J'ai mon fournisseur qui est à Benjerville, ça vient de Grand Lao. Dès qu'elle en a, elle m'appelle et puis un livreur vient me les donner. Après le nettoyage, on fait précuire les écrevisses, on ajoute un peu de sel. Nous allons maintenant découper la loco, mais la banane en rondelles, comme c'est pour faire des brochettes à loco. Après le découpage de la loco, de la banane, nous allons mettre dans l'huile pour griller. Nous allons maintenant faire les brochettes d'aloko. On ajoute un peu d'huile. C'est prêt. On a besoin d'écrevisses
oignons, tomates, persil, feuilles d'oignon, piment, et puis la banane pour la loco, et puis un peu de pommes de terre pour les pommes de terre sautées. Bon, Ami, j'ai l'impression de t'avoir sentie dubitative. Oui. Pendant le visionnage de cette Alors recette. oui, je ne suis pas sûre que j'utiliserai la même méthode pour faire poêler des écrevisses, en fait, pour les faire bouillir. C'est pas nécessaire, ensuite, non? Pour moi, c'est pas nécessaire. Voilà, pour moi, il faut les mariner et il faut les faire sauter. Surtout que c'est de la viande qui cuit très rapidement. Voilà, en fait. ça cuit très rapidement. Donc je pense en 15 minutes, c'est bon. Donc, Ouais. voilà. Donc t'es pas convaincue. Écoute, Ami, façon dont tu as parlé là, moi je pense que ça signifie une chose, c'est que le prochain à vos tabliers, ce sera en immersion dans la cuisine d'Ami Kwame, d'accord, qui va nous faire un plat et nous expliquer comment est-ce qu'on cuisine les choses, parce que tu es une bonne cuisinière. En tout cas, c'est ce que tu m'as dit. Moi, j'ai jamais mangé ta nourriture. Ah, il paraît que je suis une bonne cuisinière. D'après qui? Ceux qui goûtent mes plats. Écoute, moi, j'aimerais bien goûter pour qu'on sache. Et ceux qui goûtent ma marque aussi. Ceux qui goûtent Ah oui, ceux qui goûtent ta marque aussi. Donc nous, on attend l'invitation et puis surtout toute l'équipe. On va t'envoyer donc l'équipe pour préparer ce plat. Choisissez le plat, je le fais. T'as choisi ou pas? Ah non, tu veux que le public choisisse? Oui, choisissez le plat. On va la poser la question tout de suite. Donc maintenant, on aimerait que vous réagissiez donc, sur les réseaux sociaux et que vous nous disiez ce que vous voulez voir dans le prochain à vos tabliers, donc dans la cuisine d'Ami Kwame. Qu'est-ce qu'elle devrait préparer? Il n'y a pas de off-limits, tu peux tout faire. Il faut dire maintenant. Hein, si je peux essayer, mais je peux essayer. Moi, j'aime bien m'amuser. Même si tu n'as pas forcément préparé, ouais, je peux m'organiser. Tu vas t'organiser. D'accord, donc il n'y a pas de limite. Ce qui vous fait plaisir, dites-nous en commentaire, donc au bas de la page Facebook de la nouvelle chaîne ivoirienne. Et le prochain à vos tabliers donc, sera dédié à cette recette et à ce plat préparé par Ami Kwame. Voilà, le rendez-vous est pris. Je suis dans pain. Tu es dans pain, officiellement. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette édition. On se retrouve demain pour une toute nouvelle. À demain.